Mon frère et ma mère sont venus pour m'expulser de la maison dont j'ai hérité, souriant, tu es dehors avant le week-end. J'ai souri et j'ai dit, relisez le nom sur le titre de propriété. Les déménageurs se sont figés. Quand un vrai avocat et la police sont arrivés. Mon frère et ma mère sont arrivés avec un faux avocat pour me chasser de ma propre maison, brandissant des documents frauduleux pour une propriété de 5 millions d'euros. Alors, je les ai laissés terminer leur petite performance. Puis, j'ai appelé mon véritable avocat et la gendarmerie locale et j'ai tendu un piège qu'ils n'ont jamais vu venir. L'appel est arrivé un mardi, le genre d'après-midi gris et bruineux qui vous pénètre jusqu'aux os. Je me sentais déjà fragile, recroquevillé sur mon canapé sous une couverture lestée, soignant la pire grippe que j'avais eue depuis des années. Ma tête me lançait, ma gorge était comme du papier de verre, et chaque muscle me faisait mal. J'étais dans cet état fiévreux et flou où le monde semble assourdi et lointain. Quand mon téléphone a vibré sur la table basse, je l'ai ignoré. Quand il a vibré une deuxième puis une troisième fois, j'ai poussé un grognement et l'ai attrapé, grimaçant devant l'écran lumineux. C'était mon frère, Antoine. « Chloé » dit-il, sa voix suintant d'une fausse gaieté écœurante que je n'avais pas entendue depuis des lustres. « Grande nouvelle. Maman et moi sommes dans le coin. On passe à la ferme dans environ 20 minutes. On a des papiers juridiques à voir avec toi. » J'ai cligné des yeux, le brouillard dans ma tête s'épaississant. « Antoine, de quoi tu parles, la ferme ? Je suis malade. » « Oh, ne sois pas si dramatique, railla-t-il, son ton passant instantanément du faux gentil à son impatience habituelle. « Sois juste là. On amène quelqu'un qui va aider à rationaliser toute cette affaire d'héritage. C'est pour le mieux. » Avant que je puisse même comprendre ce que rationaliser signifiait, il a raccroché. Une terreur froide, plus vive et plus glaçante que ma fièvre, me transperça. La ferme de mes grands-parents, l'endroit où j'avais mis tout mon cœur et une part importante de mes économies, l'endroit que j'avais hérité sans aucune charge il y a 6 mois. Je me suis levé du canapé, mes jambes chancelantes. Ma profession d'experte en succession signifiait que je connaissais la paperasse. Je connaissais les titres de propriété, les actes et les testaments mieux que personne. Quand mes grands-parents sont décédés, ils m'ont laissé la vaste propriété de 5 millions d'euros. Ce n'était pas un simple cadeau. C'était une ruine. Elle était grevée de prêts viagers hypothécaires, d'arriérés d'impôts et de saisies qu'il aurait vu confisquer par la banque en moins d'un mois. Ma mère Marguerite et mon frère Antoine n'avaient voulu rien savoir. C'est une ruine, Chloé, avait dit ma mère d'un revers de main. Un gouffre financier. Laisse la banque la prendre. Antoine y voyait juste un problème qu'il ne pouvait pas liquider instantanément. J'ai pris le relais. J'ai contracté un prêt personnel, liquidé mes propres comptes de retraite et passé 4 mois angoissants au tribunal chargé de la succession, satisfaisant chaque créancier. J'ai utilisé mes connaissances professionnelles pour naviguer dans ce labyrinthe. Il y a 6 mois, le nouveau titre de propriété en règle avec mon nom, Chloé Monsieur Lambert, comme unique propriétaire, a été enregistré par le département. J'avais sauvé l'héritage de notre famille. Je ne leur avais pas dit quand tout avait été finalisé. J'ai juste continué tranquillement à restaurer la vieille demeure victorienne, pièce par pièce, mon sanctuaire. 20 minutes plus tard, une berline de luxe brillante et inconnue crissa sur l'allée de gravier. Ma mère, Marguerite, est sortie du côté passager, vêtue de ses habits du dimanche. Antoine a bondi du côté conducteur, souriant jusqu'aux oreilles, portant un costume clairement trop cher pour lui. Et de la banquette arrière est sorti un homme que je ne connaissais pas, portant une mallette d'apparence bon marché. Il ressemblait moins à un avocat qu'à un vendeur de voitures d'occasion. Ils ont marché jusqu'à mon Porsche, Antoine en tête. Il n'a même pas frappé, il a juste poussé la porte. « Chloé, te voilà. Tu as l'air horrible. »« Je suis malade, Antoine, » ai-je répété, serrant fermement mon peignoir. « Eh bien, ça va te faire sentir mieux, ou pire. »« Ça dépend de comment tu vois les choses, » dit-il avec un petit rire. Il fit un signe à l'étranger. « Voici Monsieur Dubois. C'est notre conseiller juridique. Maman et moi avons discuté et nous avons décidé que tout cet arrangement n'est tout simplement pas juste. » Ma mère a hoché la tête, évitant mon regard. « C'est vrai, ma chérie. La propriété vaut tellement. Ce n'est pas juste qu'un seul enfant et tout. Je les ai dévisagés. La fièvre, la trahison et l'audace pure de tout cela se mélangeaient en un cocktail toxique et étourdissant dans ma tête. Ils avaient abandonné cet endroit.
Ils m'avaient abandonné quand je me noyais dans les dettes pour le sauver. Et maintenant, ils étaient là avec un faux avocat et un sourire. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Les instants qui ont suivi leur arrivée furent un flou d'énergie agressive et discordante. Ma tête battait la chamade, mais leur voix était aiguë, perçant la brume de ma fièvre. M. Dubois, l'avocat, se tenait raide dans mon entrée, ses yeux parcourant le vestibule restauré avec un regard avide et évaluateur qui me donnait la chair de poule. Antoine, en revanche, était tout en énergie frénétique, arpentant le parquet ancien que j'avais personnellement rénové. Ses mains gesticulaient sauvagement. « Tu as fait du bon travail », commenta Antoine en tapotant le poteau d'escalier en acajou massif. « Bien, bien. Ça nous évitera des ennuis. » Nous, ai-je réussi à croasser, m'appuyant contre le cadre de la porte pour me soutenir. Mon corps tout entier était faible, mais une nouvelle colère froide commençait à monter sous la maladie. « Oui, nous, Chloé, » dit ma mère, Marguerite, en me regardant enfin. Son expression n'était pas celle de l'inquiétude pour sa fille malade. C'était celle d'une résolution impatiente. C'était le même regard qu'elle avait lorsqu'elle essayait de retourner un article sans ticket de caisse. Antoine a un nouveau projet d'entreprise, un grand projet, et il a besoin de capitaux. Cette maison, cette terre, c'est le capital. Alors, vous allez juste la prendre, ai-je demandé, ma voix faible. Ne sois pas dramatique, aboya Antoine. On ne la prend pas. On la réaffecte. Monsieur Dubois a les papiers. L'homme au costume bon marché s'avança et ouvrit sa mallette avec un clic. Il en sortit une liasse de papier avec un geste théâtral. Mademoiselle Lambert, dit-il, sa voix un baryton rauque qui semblait répéter. Nous avons ici une motion pour contester le jugement de la succession sur la base d'une influence induée. D'une distribution inégale des actifs familiaux. Mon esprit, bien que brumeux, s'accrocha au mot. En tant qu'experte en succession, je connaissais le jargon juridique. Influence indue, distribution inégale. La succession a été clôturée il y a 6 mois. La période de contestation est terminée depuis longtemps, et vous auriez dû faire partie du dossier de succession initial, ce qui n'était pas votre cas. Vous avez tous les deux signé des actes de renonciation, désavouant tout intérêt. Le sourire suffisant d'Antoine vacilla une seconde. Il regarda Monsieur Dubois, qui se reprit rapidement. « Ah, mais ceci est un nouveau dossier, » dit Monsieur Dubois, me tendant les papiers. « Un accord familial, voyez, votre mère en tant que cohéritière de la succession originale. » Elle n'était pas cohéritière, les jeux interrompus, ma voix gagnant un peu de force. Le testament de grand-mère était spécifique. Il m'a été légué à moi. Vous avez tous les deux vu le testament. Le testament que tu lui as probablement fait signer par la ruse, cria Antoine. J'étais dans une autre région quand elle l'a signé, Antoine, dis-je, la colère froide montant. J'étais à l'université. Assez, dit Marguerite en s'avançant. Chloé, voilà comment ça va se passer. Nous allons de l'avant. C'est ce qui est juste. Antoine mérite sa chance. Nous te donnons jusqu'à vendredi pour vider tes affaires personnelles. Les déménageurs seront là samedi. Sois raisonnable. Ils se tenaient là, tous les trois, un front uni de cupidité pure et sans phare. Ma mère, mon frère, et ce charlatan. Ils essayaient de m'écraser, comptant sur ma maladie et ma nature accommodante pour me faire céder. Je les ai juste regardés fixement. Je sentais la chaleur de la fièvre, la douleur dans mes os, et le poids écrasant de leur trahison. Je voulais crier, pleurer, les jeter dehors. Mais en regardant la mise en page bâclée des papiers que Monsieur Dubois tenait, la façon dont Antoine ne pouvait pas croiser mon regard, la mâchoire obstinée de ma mère, quelque chose en moi a basculé. J'ai laissé échapper une petite toux sèche qui s'est transformée en rire. C'était un son faible et sifflant, mais c'était un rire. Ils m'ont tous dévisagé. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Antoine. Je me suis redressé, un nouveau calme glacial s'installant en moi. J'ai regardé par-delà eux, à travers le vestibule et dans la salle à manger où se trouvait le vieux bureau de mon grand-père. Dessus, il y avait un simple dossier en cuir. « Rien, dis-je de ma voix. Rien du tout. Vous m'avez juste rappelé quelque chose. Vous avez raison. Nous devrions être justes. » J'ai levé une main alors que Monsieur Dubois essayait de me fourrer à nouveau les papiers dans les mains. Je ne signe rien aujourd'hui.
Je suis malade. Vous avez dit vous-même que j'avais l'air horrible. Laissez les papiers. Je les ferai examiner par mon avocat. Mes paroles étaient un mensonge, mais c'était le bon mensonge. C'était une retraite stratégique. Antoine avait l'air triomphant. Très bien, fais-les examiner par ton petit avocat. Ça ne changera rien. C'est du solide. On reviendra. Vendredi, Chloé, sois partie. Ils se sont retournés et sont partis. Je les ai regardés remonter dans la berline. Antoine tapotant le dos de Monsieur Dubois. La voiture a dérapé sur le gravier et a filé sur l'allée. J'ai verrouillé le pêne dormant, mes mains tremblantes. J'ai titubé jusqu'au canapé et me suis effondré, l'adrénaline s'estompant, me laissant plus faible qu'avant. J'étais seul, malade, et ma famille essayait de me voler ma maison. Mais alors que je sombrais dans un sommeil fiévreux, une pensée revenait sans cesse dans ma tête, un petit noyau dur d'une idée. Ils étaient si concentrés sur l'héritage. Ils étaient si concentrés sur le testament, mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié ce que je fais dans la vie. Pour comprendre ma mère et mon frère, il faut comprendre mes grands-parents. Ils étaient des produits de la Grande Dépression. Durs, économes et farouchement autonomes. Ils ont bâti leur ferme et leur fortune à partir de rien. Mon grand-père était un homme qui croyait en la sueur, et ma grand-mère une femme qui croyait au bon sens. Ils m'aimaient, et je les adorais. J'ai passé tous les étés de ma vie dans cette ferme, apprenant à réparer les clôtures, à équilibrer les comptes et à apprécier la valeur d'une base solide. J'étais la discrète, la responsable, celle qui est allée à l'université et s'est bâtie une carrière respectable en tant qu'experte en succession, un travail qui exigeait une attention méticuleuse aux détails et une compréhension de la valeur, à la fois monétaire et historique. Antoine était Antoine. Il était le Golden Boy, le charmeur. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi, mais il n'allait jamais jusqu'au bout. Il était un trou noir pour l'argent et l'attention de ma mère. Sa vie était une série de presque. L'application qui a failli être financée, la crypto qui a failli exploser, la start-up qui a failli avoir un acheteur. Il avait 33 ans et n'avait jamais eu de vrai travail. Toujours à vivre de la retraite déclinante de Marguerite et de son propre sentiment démesuré de grandeur imminente. Ma mère Marguerite a tout permis. Elle voyait les échecs d'Antoine comme des quasi-réussites et mon succès comme de la chance. À ses yeux, la balance était déséquilibrée. Ma stabilité n'était pas quelque chose que j'avais mérité. C'était quelque chose que j'avais. Et ce que j'avais, je devais être prête à le partager, ou plutôt à le donner à Antoine, qui en avait plus besoin. Cette dynamique avait défini nos vies. Quand mes grands-parents sont tombés malades, c'est moi qui ai géré leurs soins, payé leurs factures et leur ai tenu la main. Antoine était trop occupé par une phase de lancement critique. Ma mère était trop émotive pour gérer les détails. Quand ils sont décédés et que le testament a été lu, j'ai été aussi choqué que tout le monde. Ils m'avaient tout laissé. La maison, la terre, les comptes, et la montagne écrasante de dettes qu'ils avaient cachées à tout le monde. La ferme était une propriété de 5 millions d'euros sur le papier, mais en réalité, c'était un passif de 500 000 euros. Ma mère et mon frère, en apprenant les dettes, avaient signé leurs actes de renonciation avec une rapidité à couper le souffle. C'est toi l'experte, Chloé, avait dit Antoine en me tapant sur l'épaule. Débrouille-toi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai liquidé mes propres actifs. J'ai travaillé avec les banques. J'ai passé tous les week-ends pendant 8 mois à me rendre à la propriété, à évacuer des débris et à gérer des entrepreneurs. Je l'avais sauvée. Elle était à moi. Maintenant, alors que je me remettais de la grippe, une rage froide et lucide a remplacé la fièvre. Le nouveau projet d'Antoine était clairement son plus audacieux. Il voulait l'actif de 5 millions d'euros, et il avait convaincu notre mère de l'aider à le prendre. Il avait même trouvé un co-conspirateur. Ce monsieur Dubois, je devais savoir qui il était. Quand ils sont partis, j'ai eu un moment de clarté. Je n'ai pas pris les papiers qu'il m'a offerts, mais alors qu'il les tendait, j'avais utilisé mon téléphone, la main tremblante, pour prendre une photo floue de l'entête en haut. Ce n'était qu'un coup d'œil, mais c'était suffisant. Service juridique Dubois, lisait-on, avec une adresse locale. Mon premier appel n'a pas été pour un avocat. C'était pour un détective privé avec qui j'avais déjà travaillé, un type nommé Marc, qui m'aidait normalement à retrouver des actifs obscurs pour des successions complexes. Marc, dis-je,
ma voix encore rauque. J'ai un cas bizarre pour toi, un type nommé Monsieur Dubois, qui prétend être avocat. Je lui ai envoyé la photo. Je m'en occupe, a-t-il répondu. Mon deuxième appel fut pour mon véritable avocat, David Lévy. David était l'opposé de Monsieur Dubois de toutes les manières imaginables. Il était vif, précis et n'avait aucune patience pour les bêtises. C'est lui qui m'avait guidé à travers le cauchemar de la succession. David, dis-je, c'est Chloé. Ils sont là. Je supposais qu'ils finiraient par se montrer, dit David, sa voix calme. Quel est leur angle d'attaque? J'ai expliqué la visite, le faux avocat, les papiers frauduleux, la date butoir de vendredi. Bien, dit-il. Tu ne t'es pas engagé. Tu n'as rien signé. Tu n'as même pas touché les papiers. Parfait. Maintenant, nous allons les laisser construire leur propre piège. Tu es une experte, Chloé. Tu connais la valeur d'un document solide. Et tu as le plus solide de tous, le titre de propriété. Ils ont un fantasme. Ils reviennent vendredi, David. Antoine a dit samedi avec des déménageurs. Laisse-les faire, dit David, et je pouvais presque entendre le mince sourire dans sa voix. Laisse-les venir. Laisse-les amener leurs déménageurs. En fait, je veux que tu sois là. Mais tu ne seras pas seul. Nous n'allons pas seulement les arrêter, Chloé. Nous allons mettre un terme à tout ça pour de bon. Il avait raison. Je n'étais pas seulement une victime. J'étais une stratège. C'était moi qui détenais la preuve, le levier. Mon grand-père m'avait toujours dit, ne te fâche pas, ma Chloé. Sois intelligente. Mon téléphone a vibré. C'était Marc. Je l'ai, disait le texto. Son nom est Arthur Dubois. Il n'est pas avocat. C'est un notaire radié. Il a perdu sa licence en 2019 pour fraude immobilière. Il a 2 affaires en cours contre lui pour avoir escroqué des personnes âgées. Ce type n'est pas seulement un imposteur. C'est un criminel professionnel. Un frisson me parcourut l'échine, mais il fut rapidement remplacé par un sentiment de détermination chaud et aiguisé. Ce n'était pas juste une querelle de famille. C'était une association de malfaiteurs en vue d'une escroquerie. Antoine n'avait pas simplement amené un ami. Il avait engagé un escroc connu pour voler ma maison. Mon piège ne consistait plus seulement à défendre ma propriété. Il s'agissait de les exposer. Les 48 heures suivantes furent une masterclass en fureur contrôlée. La fièvre est tombée, me laissant épuisé mais survolté. Mon esprit aussi vif et clair qu'un matin d'hiver. J'étais passé de victime passive à stratège active. La clé de toute cette affaire n'était pas seulement le titre de propriété que je détenais. C'était le piège que j'étais sur le point de tendre. Le plan de David Lévy était simple, et c'est pourquoi il était brillant. Il compte sur le fait que tu sois émotive, Chloé, avait-il dit. Ils s'attendent à ce que tu paniques, que tu les appelles, que tu cries. Nous ferons le contraire. Nous serons silencieux. Nous serons professionnels. Nous serons un mur de briques. Mon enquête était déjà terminée grâce à Marc. J'avais le casier judiciaire complet d'Arthur Dubois. Il était un petit escroc, s'attaquant aux gens qui ne comprenaient pas le système. Cela rendait l'implication d'Antoine encore plus sinistre. Mon frère avait activement recherché un criminel pour frauder sa propre sœur. Le levier était mon titre de propriété, ma pile de reçus de dettes réglées et mon assurance titre. Mais le piège, c'était l'arrogance d'Antoine. Il me croyait faible. Il croyait que l'influence de notre mère serait le coup de grâce. Il n'avait aucune idée que j'avais passé toute ma carrière à documenter, évaluer et protéger. Je n'ai pas attendu qu'ils reviennent vendredi. C'était leur calendrier, pas le mien. J'avais du travail. J'ai passé le jeudi à tout préparer. J'ai appelé la gendarmerie locale, pas le 17, mais la ligne non urgente. J'ai parlé à un sergent Martin, expliquant la situation calmement et professionnellement. J'ai un litige de propriété, sergent. Mon frère et ses associés menacent de m'expulser de force de ma propriété, dont je suis propriétaire. Ils amènent des déménageurs samedi. Mon avocat sera présent. Je lui ai envoyé par email une copie du titre de propriété, du jugement final du tribunal de la succession, et surtout, du rapport de Marc sur Arthur Dubois. Les mots radiés, fraude et l'affaire en cours ont fait leur effet. Madame, dit le sergent Martin,
sont-on passant de litige civil à affaire criminelle? Vous avez raison d'appeler. Tenter d'expulser quelqu'un avec des documents frauduleux, surtout avec un escroc connu, est une infraction grave. Nous ne pouvons pas intervenir dans une affaire civile, mais nous pouvons être présents pour prévenir tout trouble à l'ordre public et agir si nous assistons à un crime en cours, comme une violation de domicile ou un usage de faux. C'est tout ce que je demande, sergent, juste d'être là. Samedi matin, 9 h. Nous aurons une voiture sur place, mademoiselle Lambert. Ne vous inquiétez pas ensuite, j'ai appelé l'entreprise de déménagement. Antoine, dans son infinie stupidité, avait utilisé son propre nom. J'ai trouvé Antoine Déménagement dans les annonces locales. Je les ai appelés, non pas en tant que Chloé, mais en tant que voisine inquiète. Bonjour, dis-je, en montant ma voix d'un ton. J'appelle au sujet du déménagement prévu samedi à l'ancienne ferme des Lambert. Mon frère Antoine l'a réservé. Je voulais juste confirmer l'heure. La répartitrice, que Dieu la bénisse, était très professionnelle. Oui, je l'ai ici. Lambert, 9 h samedi. Grosse intervention, toute la maison. Merveilleux, dis-je. Il peut être un peu désorganisé. Le paiement est-il réglé? Oh, il a payé la compte, mais il paie le solde sur place. En espèces, il a dit que l'occupante actuelle pourrait être un peu difficile, mais qu'il avait les papiers légaux pour le lui montrer. Il les a certainement, dis-je. Merci beaucoup. Donc, il prévoyait de payer les déménageurs avec mon argent après avoir vendu ma maison. L'audace était à couper le souffle. J'ai passé le reste de la journée à préparer la maison. J'ai installé une petite caméra de sécurité discrète dans le salon, pointée vers la porte d'entrée. Légale sur ma propre propriété. J'ai constitué un dossier très soigné, très professionnel. Dedans, j'ai placé une copie certifiée conforme du titre de propriété, une copie du jugement de succession finale et clôturé, des copies notariées des actes de renonciation d'Antoine et Marguerite, désavouant tout intérêt dans la succession, les relevés finaux payés en totalité de chaque créancier, banque et détenteur d'hypothèque. Le rapport imprimé de marque sur Arthur Dubois, et un nouveau panneau aux propriétés privées, défense d'entrée que je n'avais pas encore affiché. Je me sentais puissante. La fièvre était partie. La peur était partie. J'étais une experte, et j'avais expertisé la situation. La valeur de leurs revendications était nulle. Vendredi est arrivé et reparti. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Ils me laissaient mariner. J'imaginais qu'ils me laissaient paniquer à propos de leur ultimatum. J'ai passé la journée à boire du thé et à préparer calmement un petit sac de voyage, au cas où. Non pas parce que je pensais que j'aurais à partir, mais parce que je savais qu'après samedi, je voudrais une pause. J'irais dans un spa. Je l'avais mérité. Vendredi soir, j'étais assise sur mon porche, regardant le coucher de soleil peindre les champs d'or et de pourpre, quand mon téléphone a sonné. C'était Antoine. Alors, aboya-t-il. Pas de bonjour. Alors quoi, Antoine, ai-je demandé calmement. Ne joue pas à l'idiote. Ton avocat a regardé les papiers. J'ai bien peur d'avoir été trop malade pour les récupérer, Antoine. Tu ne me les as jamais vraiment donnés. Tu te souviens? Tu les as juste agités sous mon nez. Je l'ai entendu souffler. Ça n'a pas d'importance. Tu as compris le message. C'est ta dernière nuit. Les déménageurs arrivent à 9 h. J'attends que toi et tes affaires soyez partis. Maman et moi sommes généreux, on te donne le week-end. Étage aime Dubois, il vient aussi, ai-je demandé, un petit frisson me parcourant. Le travail de monsieur Dubois est terminé. Il est sous contrat, dit Antoine, se pavanant clairement. C'est une affaire de famille maintenant. Dégage, Chloé. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je n'ai aucune intention de rendre les choses difficiles, Antoine, dis-je, ma voix aussi lisse que du verre. En fait, je prévois de les rendre très, très faciles. Bien. Pour une fois, tu es intelligente. À demain, ricana-t-il et il raccrocha. J'ai souri, j'ai bu une gorgée de mon thé et j'ai appelé David Lévy. Ils ont confirmé. 9 h du matin. Excellent, répondit David. Je serai là à 8 h. Le sergent Martin sera là à 8 h 30. Détends-toi, Chloé. L'échiquier est en place.
Ils n'ont plus qu'à marcher vers l'échec et l'anticipation était presque insupportable. J'ai à peine dormi. Pas de peur, mais d'une sorte d'énergie électrique et vertueuse. C'était le moment où je reprenais ma vie en main. C'était la fin du rôle de paillasson responsable. La première confrontation allait avoir lieu. Je savais qu'ils s'attendaient à me trouver en larmes, jetant frénétiquement des vêtements dans des cartons. Ils s'attendaient à me trouver faible. Ils avaient oublié, ou peut-être n'avaient-ils jamais su, que j'étais la petite fille de mon grand-père. Et ils ne reculaient jamais, jamais devant un tyran. Quand ils se pointeraient, je prévoyais d'être assise sur le porche, buvant un café, comme si j'attendais une amie. Mon attitude décontractée serait le premier coup. Mes paroles, vous devriez peut-être relire le nom sur le titre de propriété, serait le second. J'avais prévu de le dire vendredi, mais ça. C'était tellement mieux. Les laisser venir avec les déménageurs, les laisser escalader la situation en un spectacle public et indéniable. C'était un coup de maître stratégique. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain matin. Un tailleur pantalon bleu marine impeccable et professionnel. J'allais me présenter chez moi, habillé non pas en victime, mais en propriétaire. L'expertise était faite, la valeur était fixée, et la revendication frauduleuse de ma famille était sur le point d'être prouvée totalement, définitivement sans valeur. Samedi matin s'est levé, clair et douloureusement lumineux, le genre de belle journée d'automne qui semblait se moquer de la tempête à venir. J'étais debout à 6 heures, douché et vêtu de mon tailleur pantalon bleu marine. Je me sentais comme un général se préparant pour un siège, pas comme une femme sur le point d'être expulsée de sa propre maison. À 7h30, j'avais une cafetière fraîchement préparée et j'étais assise à ma table de cuisine restaurée, examinant calmement le dossier que j'avais préparé. Chaque document était une balle, et j'avais un chargeur plein. À 8 heures précises, la berline grise immaculée de David Lévy remonta l'allée. Il en sortit, portant une élégante mallette en cuir, et me fit un signe de tête avec un sourire sombrement satisfait. « Chloé, tu as l'air bien. »« Prête. »« Plus que prête, » dis-je en lui tendant une tasse de café. « Bien. Le sergent Martin vient de m'envoyer un texto. Lui et l'agent Durand seront garés au bout du chemin à 8h30. Ils seront hors de vue, mais ils écouteront sur une ligne surveillée. Ils interviendront dès qu'Antoine et sa clique refuseront de partir. C'est le piège juridique parfait. Et les déménageurs, ai-je demandé. Ce sont juste des civils pris entre deux feux, dit David. Nous les traiterons poliment. Nous leur montrerons les papiers. Ils partiront. L'assurance de leur entreprise ne couvre pas la complicité de fraude qualifiée. À 8h32, une voiture de gendarmerie banalisée passa lentement devant l'entrée de mon allée et se gara sur la route départementale, juste derrière un bouquet de vieux chênes. Ils étaient invisibles depuis la maison, mais leur présence était un réconfort. Les 30 minutes suivantes furent les plus longues de ma vie. Je me tenais près de la fenêtre du salon, observant la route vide. David était assis à la table, sirotant calmement son café comme s'il attendait un rendez-vous client de routine. À 8h59 précise, tout a commencé. D'abord, un énorme camion de déménagement jaune, Antoine Déménagement, a grondé le long de la longue allée. Il paraissait absurdement grand sur fond de ferme victorienne. Il s'est garé au milieu de mon aire de retournement en gravier, et deux hommes en combinaisons assorties en sont sortis, regardant autour d'eux, confus. Quelques secondes plus tard, la berline beige de ma mère s'est garée derrière. Ma mère, Marguerite, est sortie du côté passager, l'air déjà tendu, puis mon frère Antoine a émergé du siège conducteur. Il portait son costume de conclusion d'affaires, celui qu'il avait probablement acheté avec la carte de crédit de notre mère. Il a tapé dans ses mains et s'est dirigé d'un pas assuré vers les déménageurs, rayonnant d'une fausse confiance retentissante. « Bonjour, les gars » a-t-il crié. « C'est ici. On vide tout. » Puis il m'a vu, debout sur le porche. David Lévy était à mes côtés, sa mallette à la main. Le pas d'Antoine a vacillé. Son sourire s'est éteint. Il ne s'attendait pas à ce que je l'attende. Il ne s'attendait certainement pas à ce que je sois vêtu d'un tailleur, l'air de quelqu'un sur le point de conclure un accord de plusieurs millions d'euros. Et il ne s'attendait absolument, à 100%, pas à David Lévy. Il ne connaissait pas David, lui il savait que David avait l'air de coûter cher. Chloé, lança Antoine, retrouvant sa suffisance. Qui est ton ami? C'est mon avocat, Antoine, dis-je. Ma voix portait clairement dans l'air matinal.
Marguerite, entendant cela, se précipita, son visage un masque d'indignation. Un avocat? Chloé, tu rends les choses si difficiles. Nous sommes ta famille. C'est pourquoi j'ai pensé que j'aurais besoin d'une représentation légale, dis-je froidement. Antoine ricana, se tournant vers les déménageurs qui se tenaient maladroitement près de leur camion. Ne faites pas attention à eux. Elle fait juste des difficultés. Comme je vous l'ai dit, on a les papiers. Il monta les marches du porche d'un pas décidé, essayant de me bousculer. David Lévy se plaça silencieusement devant lui barrant le chemin. David était plus petit qu'Antoine d'une bonne tête, mais il avait la prestance d'une montagne. Je ne ferais pas ça si j'étais vous, monsieur Lambert. Et qui êtes-vous, ricana Antoine. Je suis David Lévy. Je suis le conseil juridique de mademoiselle Lambert, dit David, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. Et vous êtes en violation de domicile. Violation de domicile, hurla Marguerite. C'est notre maison de famille. Non, Marguerite, dis-je en m'avançant. C'est ma maison, et c'est la dernière fois que je vais le dire poliment. Vous, votre fils, et ces messieurs, je fis un signe de tête aux déménageurs, devez partir maintenant. On ne va nulle part, cria Antoine, son visage devenant rouge. On a les papiers. On a l'ordonnance du tribunal. Tu es dehors, Chloé. Tu as perdu. Il sortit de la poche de son costume une liasse de papiers froissés et familiers. Les mêmes documents frauduleux de Monsieur Dubois. C'était le moment, la preuve irréfutable. Une ordonnance du tribunal, dit David, sa voix dangereusement douce. Veuillez me la montrer. Je suis un auxiliaire de justice. Je suis tenu d'obéir à une ordonnance légale. Antoine, pensant avoir gagné, fourra les papiers dans les mains de David. Tenez, tout est là. Motion de contestation. Distribution inégale. David prit les papiers. Il jeta un coup d'œil à la première page, puis à la seconde. Les déménageurs regardaient. Ma mère regardait. Antoine regardait, le torse bombé. David leva les yeux, son visage impassible. Monsieur Lambert, c'est une pièce de création littéraire fascinante, mais ce n'est pas une ordonnance du tribunal. Ce n'est même pas un dépôt valide. Il n'y a pas de numéro de dossier. Il n'y a pas de signature de juge. Cette en-tête, service juridique Dubois, appartient à un certain monsieur Arthur Dubois, un homme qui a été radié du notariat en 2019 pour fraude immobilière. Un homme qui a 2 affaires en cours contre lui pour ce type exact d'escroquerie. La couleur quitta le visage d'Antoine. La bouche de Marguerite s'ouvrit et se ferma silencieusement. Mais, balbutia Antoine. C'est un avocat. C'est un escroc, dit David, sa voix montant en volume, que vous avez engagé pour conspirer à frauder votre sœur, ce qui est un crime. En fait, David brandit les papiers. Ce document lui-même est un instrument de fraude. Et en me le présentant, à moi, un avocat, et à ces messieurs, il fit un geste vers les déménageurs, dans une tentative de voler cette propriété, vous venez de commettre un crime devant témoin. Vous ne pouvez pas le prouver, cria Marguerite, bien que sa voix tremblât. Si, je le peux, dis-je. Je m'avançai, tenant mon propre dossier. Antoine, maman, vous aviez raison. Je n'étais pas juste. J'aurais dû être plus transparente. Alors, soyons transparents maintenant. Je me suis tourné vers les 2 déménageurs qui semblaient vouloir être n'importe où ailleurs sur Terre. Messieurs, je suis Chloé Lambert, l'unique propriétaire légal de cette propriété. Tenez, je leur ai tendu une copie de la première page du titre de propriété. C'est mon nom. Voici le jugement de succession clôturé montrant que tous les actifs m'ont été transférés. Et voici, je leur ai tendu une autre feuille, le rapport sur l'homme, Arthur Dubois, qui a créé ces faux papiers que votre client tient. Le déménageur principal a lu la page, ses yeux s'écarquillant. Il a vu la radiation, la fraude. Il a regardé Antoine. Mec, a-t-il dit, on ne fait pas ça. Quoi, vous devez le faire, a crié Antoine. J'ai payé la compte. Et vous pouvez le récupérer. On ne se mêle pas de ça. Lui et son partenaire ont commencé à retourner vers leur camion. Vous ne pouvez pas partir, a hurlé Antoine en courant après eux. Je vais vous poursuivre en justice. Allez-y, a crié le déménageur en retour. Mais on appelle notre patron et il va appeler les flics.
Pas la peine, lança David Lévy en sortant son téléphone. Ils sont déjà là. Et sur ce signal, la voiture de gendarmerie, qui avait silencieusement remonté la longue allée, alluma ses gyrophares. L'apparition soudaine de la voiture de gendarmerie, ses lumières bleues et rouges clignotant silencieusement dans la lumière vive du matin, fut le coup de grâce final et dévastateur. C'était comme si l'univers lui-même avait rendu son jugement. Antoine se figea, sa main toujours tendue vers les déménageurs qui battaient en retraite. Il se retourna, son visage un masque grotesque d'incrédulité et de panique. Marguerite laissa échapper un petit hoquet terrifié et se recroquevilla visiblement, sa main volant vers sa poitrine. Le sergent Martin et l'agent Durand sortirent de la voiture. Ils ne se pressèrent pas. Ils marchèrent avec une autorité calme et délibérée qui était bien plus terrifiante que n'importe quelle sirène. « Bonjour à tous », dit le sergent Martin, ses yeux balayant la scène. David Lévy dans son costume, moi dans le mien, les deux déménageurs en pose près de leur camion, et Antoine et Marguerite, qui avaient l'air d'être sur le point de vomir. « Sergent Martin, quel est le problème ici ?»« Sergent, merci d'être venu, » dit David Lévy en s'avançant. « Je suis David Lévy, l'avocat de mademoiselle Lambert. Voici ma cliente, Chloé Lambert. Elle est la propriétaire de cette propriété. »« Nous le savons, monsieur, » dit le sergent Martin en me faisant un signe de tête. « Nous avons examiné les documents qu'elle a envoyés. » La tête d'Antoine se tourna brusquement vers moi. « Toi. Tu les as appelés. Tu as appelé les gendarmes contre ta propre famille. »« Je les ai appelés pour protéger ma propriété contre des criminels, » dis-je, ma voix froide et égale. « Ce qui, en ce moment, vous inclut. »« Ce n'est pas vrai, » cria Marguerite, retrouvant sa voix. Elle se précipita vers le sergent. « Monsieur l'agent, c'est un malentendu. C'est un conflit familial. Elle a dupé nos parents. Elle a volé cette maison. »« Madame, » dit le sergent Martin en levant une main. « Nous sommes parfaitement au courant du dossier de succession. Il a été clôturé, scellé et finalisé il y a 6 mois. En ce qui concerne la loi, c'est la propriété de mademoiselle Lambert, ce qui fait de vous, » il regarda Marguerite, puis Antoine, « des intrus. Mais nous avons des papiers, » dit Antoine, la voix désespérée. Il brandit le document froissé de Dubois. Un avocat nous les a donnés. Le sergent Martin regarda David Lévy, qui se contenta de hausser un sourcil. Monsieur, dit le sergent à Antoine, nous sommes également au courant des activités de monsieur Arthur Dubois. Nous cherchions une excuse pour lui reparler, et vous venez de nous en donner une. Ce document dans votre main est un faux, et votre tentative de l'utiliser pour expulser de force mademoiselle Lambert devant témoin est un délit. Le déménageur principal, maintenant enhardi, prit la parole. Monsieur l'agent, il nous a dit qu'il avait les papiers légaux. Il nous a dit d'ignorer la propriétaire, qu'elle était difficile. Il nous a payé un acompte pour vider toute la maison. Les yeux du sergent Martin se plissèrent. Il regarda Antoine. Monsieur, je vais vous demander de placer ces documents sur le capot de la voiture de votre mère et de reculer. Quoi, non, c'est. Maintenant, monsieur, dit l'agent Durand, sa main se déplaçant vers sa ceinture. Antoine, réalisant enfin que son charme et sa suffisance étaient inutiles, se traîna jusqu'à la voiture et jeta les papiers sur le capot. David, dis-je, ma voix calme, mais dans le silence soudain, elle porta. David Lévy s'avança. Sergent, ma cliente est, à juste titre, bouleversée. Elle ne souhaite pas voir sa famille arrêtée aujourd'hui. Cependant, elle veut que cela cesse définitivement. Il se tourna vers Antoine et Marguerite. Voici l'accord. Vous allez signer un document ici même, maintenant, que j'ai déjà préparé. C'est une reconnaissance pleine et finale que Chloé Lambert est l'unique propriétaire de cette propriété. Il stipule que vous reconnaissez vos renonciations antérieures à tout intérêt, et il stipule que vous ne mettrez plus jamais les pieds sur cette propriété et ne contacterez plus mademoiselle Lambert sans sa permission écrite expresse. C'est en effet un engagement de non-contact et un aveu formel de violation de domicile. On ne signera jamais ça, murmura Marguerite. Si, vous le ferez, dit David. Parce que si vous ne le faites pas, je remettrai ces documents frauduleux, ainsi que le rapport sur monsieur Dubois et le témoignage sous serment de ces deux messieurs, il fit un signe de tête au déménageur, au sergent Martin. Je conseillerais à ma cliente de porter plainte pour association de malfaiteurs en vue d'une escroquerie, faux et usage de faux, et tentative de vol qualifié. Vous, Antoine,
serait la cible principale, mais vous, Marguerite, en tant que complice, ne serez pas à l'abri. Vous perdrez votre retraite. Vous ferez tous les deux face à un procès pénal. Il posa sa mallette sur le capot de la voiture de Marguerite, juste à côté des papiers frauduleux. Il l'ouvrit d'un clic et en sortit un unique document impeccable et un stylo. Ou, dit-il, vous signez ça, vous montez dans votre voiture, vous partez, et vous ne revenez jamais. Les déménageurs partiront. Les gendarmes partiront. Et Chloé sera laissée en paix. Le choix vous appartient. Mais vous avez exactement 30 secondes avant que je ne change d'avis. Antoine et Marguerite fixaient le papier. Ils se regardèrent. Des décennies de droits partagés et d'encouragement mutuel s'effondraient en poussière. Le grand projet d'Antoine était parti en fumée. Le Golden Boy de Marguerite était un criminel ordinaire. Signe, Antoine, dis-je. C'était la première fois que je m'adressais directement à lui. Il me regarda, ses yeux remplis d'une haine si pure qu'elle en était presque purificatrice. Il me voyait enfin, non pas comme sa sœur, non pas comme une proie facile, mais comme la personne qu'il avait finalement et de manière décisive vaincue. Il arracha le stylo à David et griffonna son nom. Il tendit le stylo à sa mère. Elle, les larmes coulant sur son visage, signa son nom sous le sien. Dehors, dis-je. Ils ne dirent pas un mot. Marguerite tituba jusqu'à la portière passager. Antoine s'installa au volant, le visage pâle et malade. Il démarra la voiture et fit marche arrière si vite qu'il faillit heurter le camion de déménagement. Puis il dévala l'allée, un panache de poussière de gravier s'élevant derrière lui. Le silence qui tomba après que la voiture de ma mère eut disparu au bout de la route était absolu. Il ne fut rompu que par le crissement des bottes des déménageurs sur le gravier. « Eh bien, dit le chef déménageur en s'approchant de moi et en me tendant une carte de visite. C'était quelque chose, madame. Notre patron va en entendre parler. Si. Vous avez un jour besoin de quelque chose de déménager légalement, appelez-nous. Et on est. Vraiment désolé pour tout ça. Merci, dis-je en prenant la carte. Vous avez été très professionnel. Ils hochèrent la tête, montèrent dans leur grand camion jaune et s'éloignèrent en grondant, me laissant, David et les deux gendarmes, debout dans l'allée. Le sergent Martin s'approcha, touchant son képi. Mademoiselle Lambert, maître Lévy, je dirais que l'affaire a été bien gérée. Merci, sergent, pour votre présence. Elle a fait toute la différence, dit David en lui serrant la main. Juste notre travail. Maintenant, il regarda David, à propos de ce monsieur Dubois. Je vous ai déjà envoyé son dossier par email, sergent, dit David avec un petit sourire. Ainsi qu'une copie du document frauduleux que le frère de ma cliente a eu la gentillesse de fournir. Excellent, dit le sergent Martin. Je pense que nous allons aller rendre visite à monsieur Dubois tout de suite. Bonne journée, madame. Lui et l'agent Durand remontèrent dans leur voiture et partirent. Et puis je me suis retrouvé seul avec David sur le porche de ma maison, mon foyer. J'ai soudain senti mes genoux flageoler, l'adrénaline des 3 derniers jours s'écoulant de moi d'un seul coup. Je me suis assise lourdement sur la marche supérieure. C'est fini, dis-je, plus pour moi-même que pour David. C'est fini, confirma-t-il. Il referma sa mallette d'un claquement sec, le son ressemblant à un coup de marteau de juge. Ils ne reviendront pas. Ce document qu'ils ont signé est blindé. S'ils vous envoient ne serait-ce qu'un texto, c'est du harcèlement criminel. Qu'est-ce qui va leur arriver, ai-je demandé, regardant les champs. À Antoine et Marguerite, rien de votre part. Vous leur avez fait un cadeau qu'ils ne méritaient pas, une porte de sortie. Mais le monde dans lequel ils vivent n'est pas si indulgent. Antoine devra trouver un nouveau projet. Marguerite devra faire face au fait que sa retraite est tout ce qu'elle a. Leur équipe est brisée. C'est une pire punition pour eux que n'importe quelle peine de prison. Il avait raison. Leur lien toxique et codépendant était tout ce qu'ils avaient, et je venais de l'exposer pour ce qu'il était, un partenariat dans l'échec. Quant à Arthur Dubois, j'ai vu son nom dans les journaux un mois plus tard. Il a été arrêté et, grâce aux nouvelles preuves que j'avais fournies, ses autres affaires de fraude ont été rouvertes. Il risquait une peine de prison sérieuse. Antoine, dans sa stupidité, avait aidé à faire tomber son propre escroc. Moi, par contre, j'ai commencé à guérir. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour ma journée au spa pour installer à la place un nouveau système de sécurité de pointe.
Non pas parce que j'avais peur, mais parce que cela me semblait un bon et solide investissement. Je suis retourné à mon travail d'expertise de succession. Mais quelque chose était différent. Je me suis retrouvé à prendre des cas pour des clients âgés, les aidant à établir des testaments et des fiducies blindées, leur apprenant à repérer les prédateurs comme Dubois et comme Antoine. J'ai utilisé mes compétences pour protéger les autres, pour leur donner la tranquillité d'esprit que mes grands-parents avaient essayé de me donner. Ma maison, mon sanctuaire, me semblait enfin vraiment mienne. Ce n'était pas seulement un héritage, c'était une victoire. Je l'avais sauvé des banques. Et maintenant, je l'avais sauvé de mon propre sang. Chaque lame de parquet restaurée, chaque vitre propre était un témoignage de ma propre force. Je n'étais plus le paillasson responsable. J'étais la propriétaire. J'étais la stratège. J'étais celle qui, face à une revendication frauduleuse, avait eu le bon sens de faire appel à un vrai avocat, à la gendarmerie et à un titre de propriété vraiment magnifique et inattaquable.